moi, le mot spiritualité chez les jumeaux nés seuls, il y a vraiment. Alors, quand je dis jumeaux, entendez toujours jumelles, jumeaux. Hein, Mm. les hommes et les femmes sont concernés, évidemment. Mais c'est le fait de pouvoir euh, nommer quelque chose dont on a l'intuition sans que ce soit vraiment concret. Et des fois, cette intuition, enfin, la spiritualité, elle va se présenter sous forme de sagesse, de conscience et d'intuition, de fulgurance intuitive. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Guide du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, pour certains, pourrait paraître à la mode. Il s'agit de la perte gémellaire intra-utérine. Autrement dit, être un jumeau né seul. Pour parler de ce sujet, nous avons fait appel à un spécialiste qui se nomme Florent Deschoses et qui, il y a un an, a publié un livre sur le sujet. Et si vous étiez un jumeau né seul? Tout de suite, je vous propose d'accueillir Florent qui va nous présenter son livre, mais surtout son expérience de la perte gémellaire intra-utérine. Hop. Bonjour Florent. Bonjour Lucas, ça va bien? Merci. Très bien, merci. Et toi? Super, super. Je Ouais. suis heureux de te retrouver. Eh ben, moi aussi, j'ai lu très attentivement ton livre et j'ai vraiment apprécié la lecture. C'est très fluide, c'est très accessible et vraiment ce que j'ai aimé, c'est que ça part d'un point scientifique. C'est que dans un premier temps, on vient vraiment parler, j'ai envie de dire, à la raison. Euh, Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vision de ce qu'est la perte gémellaire intra-utérine? Parce que c'est un sujet qu'on entend depuis, allez, 2, 3, 4 ans maximum, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, ça arrive à mes oreilles de ce côté-là. Et c'est un côté un peu, quand même, à la mode, hein, on peut dire ça comme ça. Et toi, tu arrives avec ce livre. Alors, je te pose directement la question, est-ce que tu surfes sur la vague? Ou comment ça se passe là-dessus? Pourquoi est-ce que tu as décidé de sortir ce livre il y a un an maintenant, je crois? Alors, avant de surfer sur la vague, j'ai beaucoup bu le bouillon, entre Hmm. guillemets, l'image, c'est-à-dire que c'est un sujet que je pense, je l'ai travaillé personnellement autour des années 2004-2005. Ouais. Et j'en ai bavé des ronds de chapeau, comme on dit, et ça m'a toujours laissé un arrière-goût d'insuffisance dans la résolution, parce qu'il y a le moment en fait où il y a la prise de conscience, donc c'est quand même un aspect important. Dès qu'on prend conscience de quelque chose, ça améliore quelque chose, mais j'étais vraiment resté en arrière-plan. J'avais toujours Mhm. des souffrances qui s'activaient de façon irrationnelle. Et ça m'a mis beaucoup, beaucoup en marche pour trouver des solutions pour mon système, pour que déjà j'arrête de souffrir, que j'arrête de fonctionner de façon irrationnelle et de me prendre les pieds dans le tapis tous les 4 matins avec des désordres dans ma vie perso, parce qu'au départ, enfin, pour moi, ça se présentait vraiment dans ma vie personnelle. Et en fait, moi, j'aime pas écrire. C'est vraiment un exercice difficile, donc Mhm. c'est un vrai effort, un véritable effort. Mais je sais que mon chemin de chercheur, chercheur-trouveur, m'a mis sur une piste à travers le chamanisme. Qui s'est aussi appuyé sur le premier livre que j'ai fait il y a quelques années, qui est sorti il y a quelques années sur Oui. les traumatismes On a ici hein, après. l'expérience chamanique. Voilà, les traumatismes après la naissance, je voyais que ces Mhm. outils-là n'étaient pas adaptés totalement à la perte gémellaire intra-utérine, parce qu'évidemment, j'ai commencé par travailler sur moi. Mais ce qui a bien marché au bout du compte, c'est le fait que ces outils, j'ai pu les adapter pour développer des outils qui fonctionnaient dans mon système. Dans un premier temps, j'ai testé sur moi des outils qui fonctionnaient sur mes propres souffrances en lien avec cette perte gémellaire intra-utérine. Oui. Alors, Et pour puis, mettre, je me permets de te une fois, couper. attends, juste je finis Vas-y, avec vas-y, ça. vas-y. Et une fois que ça s'est mis en place dans mon système, que j'ai vu que ça marchait, j'ai testé avec d'autres. Et puis c'est vrai que comme je suis dans un cycle d'enseignement, de Mhm. transmission, etc., ça devenait juste évident. Donc il y a eu le stage, et puis ça devenait juste évident en fait de mettre ce travail au service, en sachant que ça reste un sujet très peu connu, même si c'est connu, ça reste très peu connu. Alors il y a Mhm. une montée en puissance parce que c'est vrai que c'est quand même
un sujet important. Et donc, dans mon cheminement à moi, il y a une cohérence, c'est-à-dire que j'ai travaillé les traumatismes après la naissance, puis maintenant les traumatismes avant la naissance. Enfin, globalement, mon job, une partie de mon job, c'est travailler sur les souffrances en général. Voilà. Ouais, parce que, alors justement, on y vient. Toi, tu es ostéopathe, acupuncteur, Mm. magnétiseur, et surtout, tu as un parcours chamanique et essénien de plus de 15 ans maintenant. Et Oui, surtout, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es directement concerné par le sujet parce que tu es un jumeau né seul. oui. Donc, c'est quand même aussi de toute cette expérience que tu tires, j'ai envie de dire, ce savoir, est-ce que, ouais, on peut nommer ça comme un savoir, ouais, ça te convient? Alors, c'est, il y a toujours une dimension personnelle parce que, en fait, Mmh. moi vraiment au départ, j'ai ni envie d'être enseignant, j'ai ni envie de transmettre et j'ai pas envie d'écrire au départ. Mais mon chemin de vie, bah, j'ai 56 ans donc j'ai pas mal cheminé, mais mon chemin de vie m'a mis face à ces circonstances qui font que, bah voilà, j'en viens et à enseigner, à transmettre et à écrire parce qu'il y a quelque chose de très intense dans cette découverte personnellement. Et puis, moi, j'œuvre pour mettre au service, pour me, comment dire, pour offrir le fruit d'un travail et bah Mmh. voilà, j'apporte mon petit job au monde, à la société. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un sujet on a entre 15 et 40% des gens qui sont concernés, donc c'est beaucoup. Oui, ça fait Moi, beaucoup. quand j'ai découvert ces chiffres, ça m'a vraiment presque choqué. Je me suis dit à ce point-là. Et en fait, ça regroupe beaucoup de gens qui cherchent beaucoup dans le développement personnel, dans le grand panier du développement personnel. Mmh. Et souvent, ça reste un point aveugle dans leur parcours où en face, il y a personne qui dit et est-ce que tu t'es déjà posé cette question si dans ta période Mmh. intra-utérine, tu n'avais pas eu ce traumatisme-là? Parce que c'est tellement enfoui. euh, Moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas d'échographie. Donc, c'est un chemin vraiment de chercheur, de Sherlock Holmes pour trouver le truc. Bien sûr. Alors aujourd'hui, moi je vois Oui. dans les générations plus jeunes, maintenant il y a les échos, tout ça, donc il y a des gens qui savent, mais il n'empêche que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont concernés. Et ben justement, c'est ma question. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est concerné ou non? Je sais que c'est pas évident comme question, Ouais. mais comment est-ce que, voilà, est-ce que tu aurais des indications, même si c'est des grandes lignes, un peu des grandes généralités, parce que je pense que c'est la sensibilité de tout à chacun qui a à y répondre, Mm. mais est-ce que, voilà, tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent quelques points marqueurs, marquants, qui font que, ah, peut-être que. Mm. Alors, le, la première chose, c'est que très souvent, il y a une intuition qu'il y a quelque chose qui me manque, intimement. Mmh. Il y a une recherche interne et une insatisfaction permanente. Ensuite, il y a des gens, alors je le vois en stage en fait, avec les gens qui arrivent avec Bien des sûr. histoires différentes et des portes d'entrée différentes. Les portes d'entrée que je note, c'est des psychothérapeutes qui viennent pour leur patientèle, pour certains de leurs patients. D'accord, Voilà. OK. Et pendant le stage, très souvent, ils font ce métier-là, ils s'aperçoivent qu'ils font ce métier-là parce qu'ils ont une perte gémellaire, en tous les cas, que ça a été vraiment une porte Mmh. d'entrée de chercheurs. Ensuite, j'ai des gens qui arrivent parce qu'ils savent qu'ils ont une perte gémellaire. Comment ils l'ont su? Souvent, échographie ou au moment de l'accouchement. Enfin, il y a des choses au moment de l'accouchement. Et puis, il y a des gens qui viennent en disant on m'a dit que. Alors, c'est des gens qui, dans le travail perso ou médiumnique, ou voilà, ils rencontrent quelqu'un qui leur dit tu as une perte gémellaire, explore cet aspect-là. Mmh. Et moi, je dis toujours à ces gens-là, il faut que votre système nerveux, votre système émotionnel vous le dise. Mmh. C'est-à-dire, parce que sinon, on donne son pouvoir à l'autre, et puis on peut être vraiment être un peu dans un flop intérieur. Quand on a une perte gémellaire, globalement, il faut que ça cogne de l'intérieur. Et souvent, Mmh. ça cogne dur. Les jumeaux nés seuls, les jumelles nées seules ont vraiment l'habitude de se faire cogner très très fort de l'intérieur, émotionnellement. Et je dis aux gens, je dis, allez voir mes vidéos sur YouTube, vous regardez, vous écoutez, vous mettez en écoute flottante, vous écoutez tout seul, et
vous vous laissez flotter. Et je me souviens d'une jeune femme, je lui donne ce conseil-là, et puis elle m'envoie un texto. Alors je me souviens plus du timing, mais genre c'était 10 minutes 40, je sais. Voilà, c'est-à-dire qu'en D'accord. en 10 minutes 40 sur la vidéo, son système lui avait dit ça, ça te concerne, mais pas la tête. C'est ça Ouais. qui parle. Voilà. Et moi j'aime bien quand ça passe par là. Mais justement, dans ton approche qui est, j'ai envie de dire, très complète, puisque tu prends la porte d'entrée scientifique, Mm, où en effet, il n'y a pas énormément de données, en fait. Aujourd'hui, mm, ça reste quand même assez flou, malheureusement. Tu passes quand même par les impacts psychologiques mm, que ça peut avoir. Et en fait, il y a une troisième porte que tu ouvres et qui, je pense, fait vraiment la spécificité de ce livre, de ton livre. C'est la porte spirituelle. mm, Et là, on vient ouvrir tout un monde. Je tiens à le dire parce que tu le dis aussi très bien dans ton livre, c'est en dehors de tout dogme, c'est-à-dire que c'est en dehors de toute église, de toute religion. Tu utilises des mots très ouverts qui viennent s'adapter à chacun, à chacun dans ses croyances ou non. Et ça, c'est vraiment très appréciable dans un livre, et je pense que c'est ce qui en fait vraiment sa grande qualité, c'est que c'est vraiment un livre qui peut s'adresser à tout le monde, et sans être clivant, et en laissant la liberté de penser de chacun et de ressentir. mm. Donc ça, moi, je tiens vraiment à mettre le point là-dessus en exergue, puisque c'est vraiment assez rare, malheureusement, dans ce domaine-là, qui est la spiritualité. Je remonte ton livre pour ceux qui veulent aller le commander. Ça sera en lien dans les commentaires. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cet aspect spirituel, puisque on a déjà un petit peu abordé la partie scientifique et psychologique, on pourra revenir un peu dessus. Mais la spiritualité vraiment fait, je pense, la cerise sur le gâteau de ce livre. Alors déjà, merci de ton feedback, de ton commentaire. Le mot spiritualité, attends, déjà, je suis très heureux que ça se sente dans la lecture du livre, euh, cette, euh, cette recherche de liberté, parce que c'est un chemin difficile à trouver sa liberté intérieure en tant qu'individu. Euh, Ensuite, la spiritualité, pour l'anecdote, c'est un mot que je m'interdisais de prononcer tellement je le vivais intimement, mais que je n'osais pas le partager à l'extérieur. Hmm. Et pour le mettre dans un livre, j'ai fait un petit chemin d'évolution. Voilà. Et en conférence, je n'osais pas mentionner ce mot spiritualité. Hmm. Pourquoi? Parce que effectivement, dès qu'on parle mot spiritualité, ça fait tout de suite. Alors j'ai une expression mystico-pété. Ouais. Voilà, c'est-à-dire pas ancré, pas rationnel, pas dans la matière, pas dans le concret, pas dans le pragmatique. Et dans ce livre, justement, j'ai essayé d'être à la fois très pragmatique, très psy, parce que je viens aussi de ce monde-là, donc faire des ponts, en fait, entre la matière scientifique, notre chemin psychologique, et puis créer une ouverture au niveau spirituel. Donc en fait, on aurait tous une définition spécifique du mot spirituel, mais en tous les cas, pour moi, le mot spirituel, ça veut dire sorti de toute église, quelque chose de plus grand que soi, de l'ordre du mystère, qui amène une conscience en évolution, mais une conscience altruiste, une conscience bienveillante, une conscience collective, une écologie euh, personnelle qui ouvre à quelque chose de plus grand que soi pour le bien-être individuel et collectif. Voilà, c'est un peu mon fil rouge. Le mot spiritualité, chez les jumeaux nés seuls, il y a vraiment. Alors, quand je dis jumeaux, entendez toujours jumelles, jumeaux. Hein, Hmm. les hommes et les femmes sont concernés, évidemment. Mais c'est le fait de pouvoir euh, nommer quelque chose dont on a l'intuition sans que ce soit vraiment concret. Et des fois, cette intuition, enfin, la spiritualité, elle va se présenter sous forme de sagesse, de conscience et d'intuition, de fulgurance intuitive, et un niveau de conscience différent. Et on le voit de façon très marquée aujourd'hui, de façon très concrète en médecine, avec des enfants qui sont des hauts potentiels complexes et qui ont une sagesse et une conscience qui leur rend par exemple le système scolaire
quasi Ouais. impossible ou très compliqué. Et c Et cette hypersensibilité, de mon point de vue, est un exemple, une représentation de ce qu'est un être spirituel. Un être spirituel, pour moi, est mmh, quelqu'un de très sensible, qui a une vulnérabilité, qui ne peut pas se comporter comme un barbare, qui est attentif à lui, attentif à l'autre, et très perméable au système, et surtout quand les systèmes sont dysfonctionnels. Et donc, c'est une spiritualité qui est en dehors de l'Église. On voit que c'est pas fait, ce que je raconte, il n'y a rien de l'ordre de la ouais. prière ou des textes sacrés. C'est vraiment plutôt un niveau de conscience particulier qui amène ça. Et c'est très net dans pour les gens qui viennent en stage. Quand je tiens ce langage, très souvent les gens sont touchés dans leur cœur parce que euh, ils disent ouf, je ne suis pas tout seul, parce que beaucoup ont l'impression d'avoir été des ovnis dans leur famille, des ovnis dans leur métier, des ovnis avec leurs amis. Il y a une espèce de vulnérabilité. Alors la vague que j'aurais pu surfer dans le livre, mais je l'évoque simplement, c'est toute la thématique des enfants indigos, je Ouais, ne sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, toute cette vague-là. Et pour moi, on est au-delà parce qu'on parle des enfants indigos, mais il y a beaucoup de vieux, dont je fais partie, qui, euh, moi évidemment, j'ai dû lire des trucs sur ça, évidemment, sur les indigos, mais au départ, je me reconnaissais pas forcément dans les indigos, et pourtant, il y a vraiment quelque chose où il y a cette coloration d'hypersensibilité. ouais. Alors ça, c'est très important de le dire parce que, en début d'échange, tu disais bien ça cogne fort à l'intérieur, on boit le bouillon, Oui. ce sont tes mots. Mais il y a tout un potentiel au-delà de cette souffrance, Mm. et même peut-être dans cette souffrance. Il y a pas que ça, c'est-à-dire que tu le dis bien dans ton livre, c'est pas une condamnation, à vie à souffrir. Il y a des moyens de venir pacifier et potentialiser, Oui, toute cette souffrance. Et toi, donc, tu le proposes à travers le chamanisme, principalement. oui, Et donc, à travers trois voyages chamaniques que tu décris dans ton livre, précisément. Un qui, j'ai envie de dire, permet dans un premier temps aux personnes de prendre contact avec ce monde et de l'appréhender. Donc, si vous n'avez jamais fait de voyage chamanique, bah, c'est pas un prérequis en soi, puisque donc mm, durant le stage, c'est proposé. D'ailleurs, dans le livre, commences à donner certaines clés de comment voyager. Donc, les gens peuvent même presque mm, tester à la maison, j'ai envie de dire. Et après, donc, il y a les deux autres voyages que je nommerai peut-être pas tout de suite, pour laisser chacun aussi découvrir. Mais il y a vraiment l'idée d'aller travailler une forme, alors j'aime pas trop ce mot, mais de guérison, en tout cas de transformation de cette souffrance. Et c'est ce que tu évoques là en disant, bah, justement, bah, ces enfants qui sont peut-être nés 10, ces enfants qui sont nés avec un haut potentiel, mais qui sont en souffrance dans le système actuel. Toi, tu viens expliquer comment, à un niveau en tout cas spirituel, mais ramener dans le concret, et c'est ça que moi j'apprécie énormément avec ce livre, c'est que c'est pas juste entre guillemets un enseignement spirituel, on va avoir de beaux mots, puis après comment ça se matérialise, ben, chacun se débrouille. Non, toi tu ouvres des pistes quand même là-dessus. mm, Est-ce que oui. tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce potentiel de guérison et comment y accéder aussi? Parce qu'il y a Oui. certainement des gens qui sont en souffrance et qui se posent la question aujourd'hui. Alors, c'est bien que tu rebondisses sur le mot guérison parce que moi aussi, j'utilise ce mot avec beaucoup de précaution. Moi, je préfère utiliser évolution de conscience parce que pour moi, la Mmh. guérison, c'est une évolution de conscience dans le chemin de vie. Comme on dit au Québec, on n'est pas rendu, hein. On a toujours une marge d'évolution importante dans son existence, quel que soit l'âge. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers cette thématique, ce qu'on peut rencontrer, et ce qui pour moi est au centre de cette thématique, c'est le chemin d'âme, le chemin d'évolution, Mmh. ce que je commence déjà à préparer dans le livre précédent, le premier livre. Oui. C'est-à-dire que euh, ça crie tellement fort à l'intérieur que ça peut faire perdre le sens de qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation, dans cette vie, dans ce monde de fou. Et en fait, ça remet les pendules à l'heure quand on, quand on apaise
la souffrance de ce système électrique, de ce système émotionnel qui est toujours prêt à disjoncter à l'intérieur, de l'intérieur, euh, quand ça s'apaise, à ce moment-là, peut émerger quelque chose de qu'est-ce que je suis venu faire? Une très bonne question que beaucoup de gens se posent. C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de l'incarnation? Et cette discussion intime avec son soi, avec le soi intérieur, eh ben, il est inspiré par quelque chose de plus grand. Et l'activation de ce génie, moi ce que j'appelle le génie intérieur, il y a quelque chose qui n'est que murmurer à l'oreille de l'enfant intérieur. Il y a des gens qui disent aussi cette dialectique-là. Ce murmure intérieur peut donner la direction de son chemin de vie. Qu'est-ce que je suis venu faire? Quel métier, quelle œuvre, quelle participation au monde? Et pas simplement être euh, enfermé dans un système de consommation, euh, euh, faire des enfants, travailler, Ouais. une famille, et puis mourir aussi bête qu'on est né, quoi. Voilà. Il y a vraiment quelque chose que moi je perçois et que j'expérimente dans mon système de plus grand, qui moi m'a surpris, auquel je n'ai pas cru. Parce que Mhm. j'ai une tronche de rationnel matheux au départ, et donc quand je vis certaines expériences, je vais d'abord les vérifier 3 fois. Pareil pour les intuitions, je vais passer par 3 fois pour vérifier l'intuition, et puis après, je teste vraiment beaucoup, beaucoup. Et je dis toujours aux gens, ne me croyez pas, mais testez, expérimentez, ressentez et sentez ce qui se passe dans votre système. Donc ça met en contact avec le chemin d'âme, le parcours d'âme, et quelque chose qu'on pourrait nommer la destinée spirituelle. Alors le Ouais. mot, il peut être un peu, ça peut être un peu comme un vernis, quoi. Mais il y a un sens euh, qui peut être mis en valeur quand la souffrance descend, s'apaise Ouais. par la pacification. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de retranscrire à travers ce livre, c'est-à-dire que dans mon chemin, je peux témoigner, alors il y a plein de gens aussi qui voient que euh, je ne souffre plus autant que je souffrais, et honnêtement, euh, quand j'anime ce stage, parce que je l'anime encore, j'ai presque l'impression de parler de l'histoire de quelqu'un d'autre, comme si c'était même plus mon Mhm. histoire quand je nomme la souffrance. Et je dis toujours, avant, quand je parlais de ce thème-là, je mettais à peu près 30 secondes, 1 minute avant de verser ma première larme, et il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, je suis même pas ému en parlant tellement dans mon système, c'est waouh. En fait, je ne souffre plus, mais pour moi, ça a été le passage pour expandre quelque chose qui me dépasse, voilà, que je n'aurais pas même pu imaginer plus jeune. Voilà. Ouais, ce que tu appelles libérer ses potentialités, je crois, dans le livre. Oui. Et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter à ceux qui nous regardent. Actuellement, il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que même si on a un doute d'être concerné ou pas par ça, et même si on se sait peut-être absolument pas concerné, Mm. c'est quand même bien de lire ce livre, je pense. Parce que d'une part, ça donne des clés pour comprendre parfois son entourage, Oui. mais aussi ça donne des clés, et ça, je pense que ça intéressera beaucoup de monde, autour du couple. C'est-à-dire Ah que oui. donc voilà, au niveau de la perte gémellaire intra-utérine, donc tu expliques bien les impacts que ça peut avoir sur les chakras, en l'occurrence, puisque tu passes les différents chakras en revue. Mais même au-delà de ça, j'ai envie de dire, même si on ne se sent pas vraiment concerné, sur la vision du couple et la vision spirituelle du couple, je pense que ça apporte quand même, ça apportera à tout le monde. Mais est-ce que, on est là pour parler des jumeaux nés seuls, euh, toi, comment est-ce que, donc déjà, bon, je pense que ça parle de ton expérience et ça parle aussi certainement de beaucoup de témoignages. Mm. Pourquoi ce volet particulier sur le couple? Bah, ouais, évidemment, c'est perso. Je ris en t'entendant parce que évidemment le couple reste un challenge dans la vie. Je Mm. me dis toujours, c'est souvent plus facile de réussir entre guillemets sa vie professionnelle que sa vie de couple, en sachant qu'il y a des gens, ils résolvent l'histoire du couple en ne se mettant jamais dans un couple, donc c'est une forme d'adaptation à la difficulté. Non, moi j'ai besoin de personne, je ne fonctionne qu'en Harley Davidson, euh, vieille chanson, hein, Brigitte Bardot. Et voilà, voilà. Et mais si on
on a envie de fonctionner en couple, si on aime la vie de couple et le partage avec l'autre, et puis la friction qu'amène la vie de couple, parce qu'on évolue aussi grâce à la friction qu'amène le couple. Voilà, donc effectivement, il y a l'affaire personnelle, et c'est vrai que ça m'est venu, honnêtement, je sais même plus la genèse, comment ça m'est venu cette affaire-là. C'est que, en fait, au fil de mon chemin, j'ai vraiment vu que, en regardant les accroches sur les différents centres de force, les attachements sur les différents centres de force, en fait, ça a amené une grille de lecture intéressante. Donc, ce n'est qu'une grille de lecture, Bien sûr. mais qui permet d'ouvrir un peu de discernement sur comment le couple fonctionne, comment il peut y avoir des zones très bien alimentées, des zones peu alimentées, des zones suralimentées, et comment l'équilibre de l'un et de l'autre vient créer une balance complexe à mettre en œuvre. Et donc cette grille de lecture, elle vise vraiment à mettre du discernement en soi. Et toujours la difficulté en couple, et particulièrement chez les jumelles et les jumeaux nés seuls, c'est que quand je suis en couple, beaucoup de gens se dissolvent, fusionnent, se perdent chez l'autre, en l'autre, et d'un seul coup, ils ne savent plus bien ressentir leurs besoins, leur ajustement intérieur, parce qu'ils rentrent dans une fusion qui dérègle le discernement de leur perception pour eux, parce qu'ils sont très attentifs à l'autre. Et ce qui est pas une mauvaise chose en soi, mais si je perds le discernement en moi, je me dérègle, et puis ça va dérégler la dynamique du couple. Et donc là, il y a un énorme, un grand chemin de progrès à cet endroit-là. Voilà. Plus je me connais, plus je vais avoir un contact avec l'autre dissocié, séparé, et donc dans la fusion, je peux plus facilement me récupérer pour mieux me relire à chaque instant, à un instant T, Bien sûr. T plus 2, quoi. Et puis dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon système, dans mes différents centres de force, voilà, dans ces intelligences où il n'y a pas de mots dans ces différents centres de force, mais on peut avoir un dialogue intérieur, voilà. Et c'est cette finesse de dialogue intérieur qu'ont les hypersensibles, qui fait que je peux me réajuster et revenir dans l'énergie du partage avec un endroit différent. Voilà. Bien sûr. Puis après, je suppose aussi beaucoup dans le couple, puisque ça peut être un point de cristallisation assez important, puisque c'est une forme de peut-être de répétition aussi par rapport à ce qui a pu se passer dans le monde intra-utérin. Alors évidemment, dans le couple, imaginons que j'ai perdu l'autre avec deux œufs séparés. On va prendre un cas simple, hein, un qui s'en va dans une perte de sang, par exemple. Et dans ma vie, mon programme va être, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Je te cherche, je te cherche, je te trouve d'un seul coup, j'ai le coup de foudre, je t'ai retrouvé. Et là, l'illusion est totale parce que je n'ai qu'une angoisse qui m'attrape aussi sec derrière, c'est j'ai peur que tu crèves de nouveau. Et Ouais, donc, les angoisses de mort pour toi et en moi viennent me terrasser et complètement me dérégler dans une paisibilité émotionnelle. Et après, il y a un espèce d'effet boule de neige qui peut se mettre en place. Là, je donne juste un exemple, hein. Il oui. y a d'autres exemples que je cite dans le livre de ce type-là. Bien sûr, bah, tu l'évoques aussi au niveau de ce qui est appelé les flammes jumelles, et tu le décris très bien dans ce ressenti-là. Je pense que ce que tu viens de dire, voilà. Mais j'invite vraiment les gens à aller découvrir ça, puisque comme vous le voyez, ça traite vraiment d'énormément de sujets Mm. transversaux à vraiment la perte gémellaire intra-utérine. Et quand même, pour aller vers les solutions, Mm. euh, tu parles énormément de médecine du cœur. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi la médecine du cœur? Alors, pareil, ça a été vraiment le fruit de mon cheminement parce que je pense que quand j'ai commencé bien à comprendre et à sentir mon évolution intérieure, j'avais encore vraiment une marge d'évolution au niveau de mon cœur, de mon énergie de cœur à Mmh. moi. Et au fil de mon cheminement, je me suis aperçu en fait que, au bout du compte, ce qui était le plus endommagé énergétiquement,
c'était l'énergie du cœur. Mmh. Et qui a vraiment ce que souvent les gens ont vraiment expérimenté, qui peuvent ressentir d'abord dans leur système une froideur. Je suis froid émotionnellement et de temps en temps, je peux dégoupiller et devenir complètement, avec des turbulences incroyables au Mmh. niveau émotionnel. Je peux péter les plombs, si je le dis autrement, dans la tristesse ou inversement dans une rage, où je suis prêt à tuer, quoi. Donc il y a et alors je prends des cas extrêmes, hein, juste pour aller vite, Bien sûr. mais au bout du compte, il peut y avoir vraiment des sensations entre l'anesthésie, la sidération, la faiblesse des ressentis émotionnels. Et puis, quand on commence à travailler sur soi, on s'aperçoit qu'on a une palette émotionnelle très importante. Voilà. Donc, c'est des choses que les gens ressentent ou expérimentent dans le développement personnel. Et puis arrive là-dessus, je tombe amoureux. Et là, vraiment, dans mon expérience, il y a une énorme confusion. C'est que ce qu'on appelle tomber amoureux, c'est Mmh. je suis agité hormonalement. Ce qui est complètement différent d'être dans une extase et une enstase amoureuse. C'est-à-dire une sensation amoureuse interne très douce, et puis une perception amoureuse à l'extérieur très douce aussi. Et le feu qu'on ressent dans les feux de l'amour, dans cet embrasement, en fait, n'est qu'un embrasement hormonal, phéromonal, partagé. Et puis, comme un feu de paille, ça peut redescendre aussi vite et donc donner des désillusions amoureuses et des incompréhensions de qu'est-ce qui s'est passé. Et là, les répétitions dont tu parlais Ouais. peuvent être vraiment énormes. Et c'est vrai que les années peuvent amener des comportements amoureux très différents. Je vais donner quelques exemples. Donc, par exemple, Allons-y. je refuse de tomber amoureux, donc j'ai comment on appelle ça, des Des friends, partenaires? des De partenaires, des sex friends, ouais, voilà, des sex friends, ouais, ouais. des sex friends, où je suis polyamoureux, c'est-à-dire je m'engage nulle part, je Mmh. vis du plaisir de partage de l'intime, mais parce qu'en fait, je m'engage pas parce que en fait, je sais pas qui j'aime. Voilà. Mmh. Et je vais avoir plein de choses comme ça. Et puis il y en a, c'est complètement l'inverse. Ils se referment complètement et ils n'ont plus aucune vie risquée amoureuse parce qu'ils ont été tellement blessés, tellement Ouais, trop atteints de douleur. dans leur système qu'ils ont cru mourir de Mmh. chagrin. Parce que autant des fois c'est difficile de sentir l'amour, autant le chagrin, souvent c'est ça. Là pour le coup, c'est bien expérimenté. Ouais. Et dans l'évolution énergétique, parce que là, on n'est pas dans une évolution où je choisis et je veux évoluer, comme on le fait en thérapie, en psy, Mmh. où on sent qu'on veut, on a un accès, il y a vraiment quelque chose d'accessible. La médecine du cœur, quelque part, l'accès est mystérieux. Et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est vrai que la médecine chamanique, la médecine énergétique, la médecine spirituelle, peu à peu, met en contact avec vraiment quelque chose qui réchauffe le cœur. Et c'est un Mmh. chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, j'ai vécu une expérience d'ouverture du cœur, et puis il faut rien pour que le cœur fasse ça. Parce que c'est une mécanique de survie, mais de survie de la Oui, bestiole, hein, vraiment oui, complète. Hein, on mmh. risque de mourir concrètement, hein, donc les Mmh. angoisses de mort peuvent vite revenir. Et énergétiquement, réussir à fonctionner dans sa vie avec une ouverture de cœur et en restant ouvert lorsqu'en face il y a une tempête, avec quelqu'un par exemple, dans un mode relationnel, c'est extrêmement difficile, extrêmement délicat et ça prend du temps. Et là, il n'y a pas de baguette magique. Ouais, alors ça, c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ton livre, c'est que tu C'est le dis et tu le répètes, c'est un travail de longue haleine. c'est un Heu, travail de patience et de longue ouais, haleine. Et ouais, par contre, ça paye. Voilà, ça voilà, paye c'est vraiment ça. dans un bonheur d'être là et, et vraiment de voir que dans la pacification, dans la transformation, le bonheur arrive, la joie reste, la joie s'installe et la vision du futur reste stable sans découragement. Ouais, Et la en ce connexion avec moment, soi, oui. exactement. Et le contexte actuel, depuis de petites années, là, Mmh. a vraiment mis en exergue comment rester en joie et en Mmh. perspective quand quelque chose devient fou dans le système. Mais si on le ramène à son système individuel, c'est la même chose.
comment je peux rester avec une vision d'évolution individuelle, hein, vraiment dans son système, sans perdre la joie, en restant câblé à son futur, sans perdre la foi, sans s'effondrer dans la dépression. Et là, on a vraiment quelque chose de très intéressant où dans cette folie extérieure, je peux contacter ma folie intérieure qui rentre dans un désespoir quand j'y arrive plus et quand je perds une perspective d'évolution positive. Et c'est vraiment une bataille intérieure et qu'on peut aussi projeter et voir en double, comment on appellerait ça, en projection, ouais, Ouais. entre notre microcosme intérieur et le macrocosme de l'extérieur. Voilà. Et c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment par rapport à ça, parce que c'est vraiment souffrir autant dans mon système peut me rendre dingue. Et Mmh. donc, je peux chercher à m'anesthésier, je peux chercher à. On a tous des combines pour s'anesthésier à notre façon entre les addictions, le travail, l'hyperactivité et plein d'autres trucs. Mais au bout du compte, c'est quoi ma perspective d'évolution qui enchante mon Mmh. système de cœur? Voilà. Ouais, tu le nommes dans ton livre la joie. Où est la joie? Nourrir la Voilà. joie, avoir des plans d'urgence quand je ne suis plus en joie, je suis triste. Mmh. Et dans le monde, on a besoin, dans notre vie et dans la vie collective, on a besoin d'avoir des plans de retrait ou des plans d'urgence pour se maintenir en joie. Voilà, collectivement. Et ben là, je crois que c'est un très beau mot, qui annonce, la fin de cet échange, puisque voilà, c'est une invitation à trouver la joie en vous. Qu'est-ce qui vous met Oui. en joie? Et d'aller chercher ça. Vous pouvez commencer par lire ce livre et si vous étiez un Gémeaux né seul, si vous vous posez des questions pour vous ou votre entourage et vous Et pouvez tu peux aller lire plus loin. aussi, et tu peux Oui? lire aussi le petit sous-titre parce qu'il est très intéressant. Pardon, oui, bien sûr. 2 cœurs pour une vie, souffrance et guérison par la voie chamanique. Voilà, 2 Deux cœurs cœurs pour une pour donner vie. une vie. Ouais. Ouais, Comment mettre un tigre dans son moteur? exactement. Et c'est ce que tu proposes aussi dans le cadre, de stage, c'est-à-dire que même sans avoir lu le livre, hein, c'est pas un prérequis non plus. Il y a Ouais, pas de j'ai pas trop. prérequis pour venir te voir de toute façon, hein. Non. Il suffit juste d'avoir envie. On te retrouve sur ton site institutarc-en-ciel.com qui est en description de la vidéo. Et on retrouve tes livres dans toutes les bonnes enfin dans tous les, toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire, et surtout et aussi en ligne, hein, vous pouvez le commander. J'espère que ça vous a vraiment apporté un nouveau point de vue sur la perte gémellaire intra-utérine et que ça a amené beaucoup de nouvelles connaissances. Florent, je te remercie beaucoup pour cet échange et ces éclairages qui, je le souhaite, apporteront beaucoup de joie à tous ceux qui verront cette vidéo. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, Lucas, de cette belle interview. À bientôt. Voilà. C'est la fin de cette émission et n'hésitez pas à retrouver donc Florent sur son site internet pour lui poser toutes vos questions. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.